Bonjour et bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec le monde économique. Et ce jour, on va plutôt plonger dans le secteur de l'industrie automobile grâce à notre invité qui est un homme plutôt discret dans les médias, Paul. On le dit, bonjour à toutes et tous, bonjour Marie-Noël, c'est Patrick Dano qui est notre invité aujourd'hui, bienvenue à vous. Dans le studio de Big Boss, vous êtes le grand patron d'Audi Brussels, Audi Bruxelles. On a choisi la dénomination anglaise pour plus de facilité sans doute. On vous voit rarement dans les médias. Pourquoi ? Parce que finalement, vous êtes un big boss. Là, pour le coup, on est chez le big boss de Bruxelles, à peu près. Mon travail, c'est d'être dans l'entreprise et de travailler avec les gens de façon à ce que nous pouvons sortir les voitures que nous avons promis à nos clientèles. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas directement dans les médias. S'il y a des choses importantes à annoncer, on le fera. On l'a fait le 20 janvier cette année, au moment que nous avons annoncé que Audi Bruxelles va fabriquer une toute autre modèle à partir de 2018. C'est la fameuse voiture électrique qu'on appelle le Audi e-tron Quattro, où je suis très content que nous avons reçu cet objet ici pour pouvoir fabriquer à Bruxelles. En tout cas, vous n'êtes pas un homme timide puisque vous êtes présente pour cette émission avec nous. Alors, une image impressionnante pour démarrer cette émission, celle de votre usine. Une image aérienne, on le voit, superficie de base, 540 000 mètres carrés. Et donc, on est à Forêt, en plein cœur de la ville. C'est là que l'Audi A1 est construite depuis 2010. On connaît l'usine de l'extérieur, plongez tout de suite à l'intérieur. Leur carrosserie brille comme un sous-neuf. Ces Audi A1 sont prêts à sortir de l'usine de Forêt. Mais avant d'en arriver là, 2400 personnes ont travaillé dessus. Tout commence ici, à l'atelier carrosserie. Ce qui étonne d'abord, ce sont ces robots. Plus de 500, répartis en 3 étages sur quelques 100 000 mètres carrés. Ils assemblent sans relâche les 230 pièces qui formeront le squelette de l'Audi A1. Des pièces livrées quotidiennement par une trentaine de trains directement sur le site. 200 ouvriers sont chargés d'alimenter, de programmer et de surveiller qu'il n'y ait aucun faux pas dans la danse des robots. Ça a allégé quelque part le travail de nos opérateurs. Avant, ils devaient quand même pointer, par exemple, tous les points de soudure à la main ou bien avec des grandes machines sur leurs épaules. Et grâce à la robotisation, à l'automatisation, on a quand même pu alléger ce travail de nos collaborateurs. Avec la production de l'Audi A1, l'usine bruxelloise devient une référence dans le secteur de l'automobile à plus d'un titre. Pour trouver la main-d'œuvre qualifiée, c'est la première usine qui démarre l'enseignement associé en 2012, un partenariat école-entreprise qui porte ses fruits aujourd'hui. L'école fait une formation théorique et par après les élèves peuvent alors revoir la pratique chez nous avec les nouvelles technologies et aussi par après ils font un stage. Après ces 2 dernières années de formation, ils peuvent choisir un contrat ici pour commencer chez nous. Et comme ça, on a déjà une quinzaine de personnes qui ont commencé les dernières années ici chez nous. À peine sortis de l'atelier carrosserie, les véhicules passent par l'atelier peinture. C'est seulement après la mise en couleur que la voiture arrive à l'atelier de montage. Une chaîne de 1 km de long répartie en 5 lignes. 800 personnes, guidées par une centaine d'autres, démontent d'abord les portes pour les protéger, installent ensuite les tableaux de bord, la tuyauterie et le câblage nécessaires à l'étape la plus délicate, l'installation du moteur. La cadence est minutée à la seconde près. Ici au montage, il y a 520 voitures qui sortent par jour de notre chaîne. Ce sont des voitures qui vont au monde entier, des voitures conduites à droite, voitures conduites à gauche, et on livre dans tout le monde. L'Angleterre est le premier importateur de l'Audi A1. 22,1% des voitures fabriquées à Bruxelles partent en outre-Manche. L'Allemagne suit de très près avec 21,8% des importations. Dans le trio de tête, il y a aussi la France avec 10,9%. 3% des A1, soit 3300 véhicules, sont vendus chez nous. Toutes les 100 secondes, il y a une voiture qui sort de la chaîne, mais ce n'est pas fini. Des tests au niveau étanchéité, des tests moteurs, des tests de frein, des tests électroniques. Et puis les voitures sont présentées à notre client interne qui s'appelle le service de qualité. Et ils vont contrôler avec les yeux d'un client sévère si tout est vraiment à 100% d'une bonne qualité. Et puis les voitures sont chargées pour les clients. L'an dernier, 116 250 Audi A1 sont sortis de l'usine bruxelloise, un record.
Voilà Audi Bruxelles vue de l'intérieur. Patrick Dano, cette usine, vous la connaissez très bien. Ça n'a pas toujours appelé d'ailleurs Audi Bruxelles avant c'était VW. Vous y êtes rentré, si j'ai bien lu votre CV, il y a presque 40 ans. 38 ans exactement. J'ai commencé en 1978 en tant qu'ingénieur et j'ai commencé mes activités dans le montage, dans le cadre de planifier des nouveautés à intégrer dans une chaîne de montage. Et puis vous avez continué à évoluer au sein du groupe Volkswagen. Vous avez voyagé dans d'autres usines du groupe, en Allemagne, en Espagne et je crois même en Afrique du Sud. Exactement. Est-ce que finalement c'est très différent d'un pays à l'autre, le travail et l'usine en tant que telle? Je pense qu'il y a certainement une grande différence entre les pays. Travailler en Afrique du Sud, ce n'est pas la même chose que travailler en Espagne. Ce sont d'autres cultures, ce sont d'autres gens. Mais dans un autre cas, ou dans un autre sens, c'est une voiture. Une voiture se monte quasiment dans toutes les entreprises de la même façon. La technologie dans la voiture est identique. J'ai travaillé les dernières 5 années avant que je suis venu à Bruxelles, en Espagne. J'étais responsable pour l'entreprise qui fabriquait la balle Apollo pour le monde entier. Mais il y avait une autre entreprise qui est en Afrique du Sud qui fabriquait aussi, ou qui fabrique encore le Polo, seulement pour le marché Angleterre et le marché local en Afrique du Sud. Ces polos sont identiques. Et si on regarde aujourd'hui... Et les usines aussi. Les usines sont quasiment identiques et sont bien évoluées. Il ne faut pas croire, parce que c'est une entreprise qui se trouve en Afrique du Sud, que l'usine n'est pas si développée. La technologie pour monter les pièces est au même niveau que la technologie qu'on utilise à l'heure actuelle ici en Belgique. C'est la globalisation. Exactement. À tous les niveaux. Ça faisait longtemps, si je ne m'abuse, qu'il n'y avait pas un patron belge, vous êtes gantois, qu'il n'y avait pas un patron belge à la tête de l'usine que vous dirigez. Pourquoi c'était plutôt allemand. Je pense que je suis venu après 17 ans en tant que Belge sur la tête de cette entreprise. Pourquoi dans le temps, l'Allemagne a décidé, au moment que le précédent a quitté l'entreprise, c'était M. Ackermann, je pense que dans le temps, l'Allemagne a décidé de le substituer par une triumvirate, par 3 directeurs différents qui viennent du groupe de l'Allemagne, pour justement de redéfinir une nouvelle direction qui était conforme à ce que les Allemands voudraient bien avoir. C'est parce qu'il y avait eu du stress à un moment donné, quand il y a eu la restructuration, la fin de VW qui a fait quand même beaucoup de bruit, socialement aussi. Il fallait peut-être à un moment donné, le groupe a dit on va mettre une direction allemande dans un premier temps. Est-ce que ça peut s'expliquer comme ça? Il ne faut pas nier que la situation dans le temps de VW n'était pas toujours si rose. On était souvent confronté avec des conflits entre le management et nos syndicats. Et les Allemands ont voulu faire fin un peu à la situation. Et pour trouver une solution, il faut bien connaître. Et la meilleure façon pour connaître quelque chose, c'est participer dans le management. Et ça, c'est la raison, ou une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a décidé d'envoyer aussi des gens, des managements de l'Allemagne dans l'entreprise à Bruxelles pour mieux comprendre, mieux connaître. Et ça qui est important, avec les mêmes gens, les mêmes managements belges, on est ressorti des problématiques. Alors justement, vous étiez un technicien, un ingénieur sur place. Là, vous revenez en tant que grand patron. Est-ce que d'abord, vous côtoyez encore des gens que vous avez connus en étant ingénieur à la chaîne de montage ou pas? Et quelles sont justement les difficultés à ce moment-là quand on connaît bien son personnel ou peut-être les avantages? Oui, j'ai encore reconnu pas mal de gens. Néanmoins, je dois avouer qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont quitté l'entreprise depuis lors. La transformation entre VW et Audi a été réalisée en 2007. Et à ce moment-là, il y a quand même pas mal de gens qui ont quitté l'entreprise. Ils ont pris leur SBT ou leur forme de prépension. Mais encore une série de gens qui sont restés. Évidemment, moi je suis retourné en 2014 et j'ai encore reconnu pas mal de gens. D'un côté, c'était agréable de trouver encore des gens que vous connaissez du passé, de façon à ce que vous rentrez de nouveau dans une entreprise où vous n'êtes pas nouveau. C'est un peu un retour à la maison. Et c'est un peu un retour, comme vous le dites, à la maison. Un petit peu. Alors, on va regarder les chiffres, Paul, ensemble de votre entreprise. Oui, quelle a été l'évolution de la maison Audi Brussels depuis 5 ans? C'est toujours bien de voir un peu comment ça a bougé. Non pas d'une année à l'autre, mais sur 5 ans. Les effectifs ont augmenté, 400 emplois nets en plus quand même. C'est assez significatif. Le nombre de voitures assemblées a doublé, ce qui n'est pas rien non plus. Le personnel est donc plus productif.
Par ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, si on peut revenir une seconde sur les chiffres, le chiffre d'affaires est très important puisque c'est une usine qui achète beaucoup, j'imagine, de pièces. Et ça explique qu'on parle ici de milliards d'euros, 1,6 milliard d'euros si je ne m'abuse. C'est quand même 600 millions de plus en 5 ans. C'est pas seulement l'indexation qui peut expliquer ça. Et le bénéfice reste modeste, quelques dizaines de millions d'euros. Je vois qu'on ne remet pas les mains sur les chiffres. 33 millions d'euros, c'est faible, mais en fait, comme il y a beaucoup d'achats, c'est ça le métier d'assembleur, j'imagine, c'est comme ça qu'on l'explique. Oui. Exactement, nous sommes une entreprise de cost plus, c'est-à-dire que nous avons un bénéfice déterminé et nous avons, avec notre équipe, cherché des solutions pour présenter la fabrication à un coût le moins ou le plus bas possible. Et c'est un travail de tous les jours pour obtenir un résultat comme vous venez de voir ici sur le graphique. Alors on a vu une hausse de l'emploi, 2500 en direct et aussi tout l'emploi indirect, je crois que c'est 4000 personnes, c'est ça au total Non, nous sommes au total 2500 personnes. Plus l'emploi indirect. 1700 personnes directes et 800 personnes indirectes. Qu'est-ce que vous appelez indirect? On peut peut-être préciser, est-ce que ce sont les sous-traitants? Non, les indirects sont des gens qui travaillent à côté de la chaîne. Ce sont des employés d'un côté et d'autre part, des indirects directs, ce sont des gens qui travaillent dans le département d'entretien, par exemple. C'est ça. Les directs sont les gens qui travaillent réellement à la voiture, qui touchent la voiture et qui font de valeur ajoutée à la voiture. Alors justement, ce qui est étonnant, qu'on ne voit pas dans les chiffres, mais il y a finalement très peu de Bruxellois. Comment vous expliquez ça? Il y a à peu près 11%, ce sont les chiffres les plus récents que j'ai eus. Est-ce qu'il y a une explication à ça? C'est vrai, mais c'est déjà pas rien qu'il y a 11% des Bruxellois chez nous. Nous avons plus ou moins 50% qui viennent de la région de Flandre et une quarantaine de % qui viennent de la région Wallonie. Oui, 11%, c'est pas beaucoup. Et, comment peut-on l'expliquer pourquoi c'est comme ça? Premièrement, avec cette répartition de 11%, ça représente un peu la population en Belgique, premièrement. Est-ce que je suis contre d'avoir plus de gens à Bruxelles? Non. Ça serait logique pour une entreprise basée à Bruxelles. Je préfère encore d'avoir des gens qui viennent que plus de gens chez nous qui viennent de la région bruxelloise. Mais vous devrez savoir que nous embauchons des hommes en fonction de leur profil. La qualification. Ça veut dire que la qualification, la compétence est importante et pas la région d'où viennent les gens. Et ce n'est pas un secret, mais la compétence n'est pas toujours disponible ou pas toujours au bon niveau ici à Bruxelles. Il y a un problème de formation, c'est ça? Il y a un problème d'école, de formation. Donc, d'école technique, c'est quoi le souci? Les gens sont peu qualifiés, ou dans la plupart des cas sont peu qualifiés, et nous demander un niveau de qualification un peu plus supérieur. Et c'est pour ça que nous cherchons un moyen pour justement aider à Bruxelles ici, pour que les gens soient accompagnés pour avoir un autre niveau de formation. Le fameux enseignement associé. L'enseignement associé, c'est un des projets qu'on a mis en route pour justement faire face à ces problèmes. On est très contents. L'enseignement associé, c'est une collaboration entre l'industrie et les écoles. L'industrie a besoin des jeunes gens, des jeunes ingénieurs qui sont de l'école bien motivés et bien éduqués et bien formés. Et les écoles sont à la recherche, mais qu'est-ce que l'industrie a besoin de main comme profil? Et du fait que nous avons cherché un travail ensemble, on rentre dans une win-win situation. Vous allez nous dire si vous allez encore faire appel à l'enseignement associé pour le modèle qu'on va voir à l'instant. C'est le nouveau modèle que l'usine s'apprête à construire. C'est l'avenir de Audi Brussels, ce véhicule. Faites-en nous un petit peu la présentation, Monsieur Dano. On le voit là à l'écran. Voilà, là-bas vous voyez un modèle d'étude qu'on appelle ici le Audi e-tron Quattro. Ça ne sera pas le nom définitif. Le nom, ce n'est pas encore connu. On a déjà entendu qu'on parle de Q6 ou d'autres. Non, ce sera un modèle qui se situe entre le Q5 et le Q7. Là, on voit là où passera la prise, on l'a vu. Mais ce n'est pas pour ça que ce sera le Q6, mais ça c'est pour plus tard. C'est une voiture électrique équipée d'une batterie et qui donne une autonomie supérieure de 500 km. Une voiture full électrique, c'est-à-dire pas hybride. C'est important de full préciser. électrique. Et comme ça, nous serons l'entreprise qui va fabriquer pour le groupe Audi
la première voiture full électrique. Alors, on peut considérer que c'est un super défi technologique. J'imagine que l'ingénieur que vous êtes va s'éclater, si vous pouvez passer l'expression, avec ce nouveau produit. Mais c'est un grand pari aussi, parce que l'avenir de Bruxelles dépend finalement du succès commercial de cette voiture qui n'existe pas encore et dont on ne sait pas comment elle va se vendre, bien ou mal. Ça c'est vrai, mais avant que le groupe Audi s'engage à lancer un produit, ils ont fait des études sur le marché. Et les études sur le marché ont démontré que la voiture électrique est nécessaire. Vous avez déjà entendu que dans pas mal de villes, les gens se plaignent parce que l'air n'est pas suffisamment pur. On voit la situation en Chine. Il faut faire quelque chose. Et moi, je suis convaincu qu'à moyen terme, si on veut rentrer avec un véhicule dans une ville comme Bruxelles, ce sera plus accepté si la voiture a un moteur qui émet beaucoup de CO2, etc. Oui. Exactement. Donc c'est l'avenir, vous nous dites que c'est l'avenir et qu'on ne va pas échapper à ce genre de développement. On ne va pas échapper à ça. Mais ça peut prendre plus de temps qu'on l'imagine, on a déjà vu ça. Combien imaginez-vous d'abord en produire? Parce que finalement, une usine, ça doit sortir des voitures. Le volume n'est pas encore défini, mais ils ont un volume en tête, l'Allemagne, et on a décidé, on va démarrer avec ce volume. Avec ce volume qu'ils ont en tête, on a besoin d'un nombre des hommes pour le faire fabriquer, et ça correspond avec le nombre de personnes qui sont occupées à l'heure actuelle dans notre entreprise. C'est 2500 personnes. Ça veut dire qu'avec la décision de prendre ce nouvel véhicule à Bruxelles à partir de 2018, on garantit que tous les gens qui sont au travail aujourd'hui à Bruxelles auront encore une activité à partir de 2018. C'est vrai que ça n'a pas été facile avant de confirmer ça. Il y a eu des mois d'attente pour confirmer que cette nouvelle Audi allait être construite, cette Audi électrique allait être construite à Bruxelles. Pourquoi ça a mis tant de temps avant le feu vert officiel? Parce que la décision de faire ou de donner cette voiture à Bruxelles dépend de différents résultats. Premièrement, comment est-ce que l'entreprise se présente? On a eu des conflits dans le passé. On a dû démontrer que notre façon de travailler avec nos syndicats a changé pour le mieux, d'une part. D'autre part, on est contrôlé sur nos résultats qu'on a obtenus avec la 1. Est-ce qu'on donne des résultats en qualité, en quantité, en productivité, en coût? Et on va dire que nous avons bien maîtrisé tous ces éléments et à ce niveau-là, on a eu un avantage. Un troisième élément, c'était à quel niveau la Belgique est prête à investir dans notre entreprise. Et on a reçu aussi de l'aide de la part du gouvernement, dans le sens que le gouvernement a pris des mesures pour attrahir, pour rendre l'investissement dans l'industrie plus intéressant. Mesures fiscales plutôt. C'est plutôt des mesures fiscales dont toutes les entreprises de Belgique peuvent en profiter. Ce n'est pas une solution purement pour Bruxelles. Pas nécessairement sur mesure, même si le gouvernement a sûrement pensé à vous lorsqu'il les a, entre autres, lorsqu'il les a imaginés. Mais vous devez savoir que nous sommes une entreprise qui fabrique toujours la 1. C'est une petite voiture. Ça veut dire que la marge de bénéfices qu'on a sur une voiture comme la 1 n'est pas grand. D'où, quel est le point qui joue un grand rôle dans la décision? Ce sont les coûts de main-d'œuvre. Et les coûts de main-d'œuvre ne sont pas si bon marché ici en Belgique, si on compare ça avec d'autres pays autour de nous. C'est combien en Belgique, par exemple? En Belgique, le coût de l'heure, le coût de travail de l'heure, ça coûte plus ou moins 40 € de l'heure. Et si on compare ça avec un pays comme l'Espagne, je connais très bien, c'est 25% en moins. Ils ont parlé de la Hongrie ou d'autres pays qui... En Hongrie, c'est de la moitié par rapport à Bruxelles. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte, au final, quel est le facteur qui a dit « OK, on va à Bruxelles » ? C'est l'aide gouvernementale ? L'aide gouvernementale a aidé, ensemble avec notre relation sociale avec nos partenaires sociaux et le bon résultat qu'on a obtenu avec l'Audi A1. Les trois facteurs ensemble ont joué parce que avec les trois éléments et avec l'aide gouvernementale, on a pu compenser notre désavantage concurrentiel du fait qu'on se trouve ici en Belgique, ici à Bruxelles. En tout cas, l'annonce de la fabrication de cette nouvelle voiture, évidemment, a été très, très attendue par le personnel. Nous avons demandé justement à un de ses représentants si, avec l'arrivée de cette voiture, la paix sociale était revenue. On était à une usine de conflit. On est devenu une usine modèle. Ça a beaucoup demandé de sacrifices du personnel, aussi des syndicats, mais aussi de la direction. Et un paix social, on espère que ça peut durer.
mais ça peut vite partir aussi, naturellement. Et c'est pour ça que les syndicats sont là, naturellement, pour négocier avec la direction, pour voir que le paix social reste. Parce qu'un paix social, ça ne vient pas seulement du côté du personnel, ça doit aussi venir du côté, en partie, de la direction. Et comment vous voyez l'avenir à long terme chez Audi Brussels? Je pense que l'avenir, on dit toujours que l'avenir, c'est les voitures électriques. On espère en tout cas. On a l'avantage de faire la première voiture électrique pour Audi avec une batterie qu'on va préparer nous-mêmes ici à Bruxelles. C'est unique et on espère naturellement que si Audi va de nouveau encore faire une deuxième ou un troisième modèle comme ça électrique, on va savoir le faire aussi. Rempli d'espoir, évidemment, le personnel, mais il y a des enjeux énormes en termes notamment d'adaptation de l'usine d'abord. On l'a vu dans le reportage, il y a énormément de robots. Est-ce qu'il va falloir investir énormément? Est-ce que tout va changer chez Audi Brussels demain avec l'arrivée de cette voiture électrique? La réponse est simple, oui, tout va changer. Dans tous les ateliers de production, il y a des grands changements. Commençons avec la tôlerie. Nous avons pour l'instant plus ou moins 500 robots installés pour fabriquer la carrosserie de Audi A1. Et dans le futur, ce sera plus ou moins 730 robots qu'on va installer parce que la voiture est plus grande. Ça représente quel genre d'investissement? On parle de quel type Au total, il faut compter qu'on investit pour l'instant plus de 100 millions d'euros par an pour les prochaines années pour justement faire face à ces défis. La voiture est 25% plus large, 15% plus haute et 15% plus étroite, ce qui veut dire qu'il faut adapter différents systèmes, différentes chaînes de travail, chaînes de montage au niveau de la tôlerie. En peinture, c'est la même chose. Il faut que la voiture rentre dans le four. D'où tous les fours sont à modifier, adapter pour justement que ce profil puisse passer dans cette chaîne de production. Et en troisième lieu, nous avons le montage. Le montage que moi j'ai connu et qui existe depuis 1978, il est toujours là. C'est la même ligne, la même taille. C'est la même zone, la même surface. Les sièges ont changé. La seule chose qu'on a changé pour l'instant, c'est de 6 lignes, on est passé à 5 lignes avec l'Audi A1. D'ici quelques années, tout va changer. On va remplacer toutes les 5 lignes de montage par d'autres lignes de montage beaucoup plus économiques. On va travailler avec des systèmes de skid à lesquels les opérateurs sont positionnés vis-à-vis de la voiture et sont immobilisés. Il ne faut plus marcher comme une crabe, si je peux m'exprimer comme ça, à côté de la voiture, et en marchant, monter des pièces sur la voiture. Et puis il faut former tout le monde, en fait, puisque... On doit reformer tout le monde, et ça sera un des grands défis. C'est expliquer aux gens quel sera votre travail dans l'avenir. Les gens se trouvent aujourd'hui dans une zone de confort. À nous trouver leur nouvelle zone de confort dans l'avenir. Et ça commence à bien expliquer aux gens. 1 à 2 fois par an, nous avons une réunion avec tous les opérateurs de l'usine. On arrête les chaînes dans tous les ateliers de fabrication pendant 2-3 heures, dans toutes les équipes, et on rassemble tous les gens. Et à ce moment-là, on utilise l'occasion pour expliquer aux gens où est-ce qu'on est dans l'entreprise, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, et s'il y a des nouvelles à annoncer, on le fera aussi. Mais comment va se passer la transition? Parce que là, vous êtes en train de produire la 1 jusqu'au bout, et puis il va falloir passer à l'électrique. Où est-ce que vous en êtes et comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Il y a un mot magique, bien planifier les choses. Ouais. Parce que pendant les transformations, nous allons continuer à fabriquer la 1. Et ça, c'est le grand défi. On ne va pas arrêter la production de la 1, fermer l'usine pendant 6 mois, par exemple, pour faire toutes les transformations et après remonter la nouvelle voiture en chaîne. Non. Pendant que nous montons la 1, on va successivement faire des modifications. Une grande modification va se faire maintenant en été de cette année-là. Les 2 premières lignes se seront installées à partir de début 2017. Pour pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a une zone de cockpit où on prépare le cockpit, l'instrument de tableau de bord, et on a des zones de supermarket. C'est quoi ça? Ce sont différentes zones de préparation. Ces 2 zones seront tout à fait libérées à partir de l'été de cette année-là, pour justement créer de la place, pouvoir monter 2 nouvelles lignes de montage. Ces 2 nouvelles lignes de montage seront construites, seront montées pendant que nous continuons sur les anciennes lignes de montage après l'été de cette année-là. Ça va durer des mois. Et à la fin de cette année-là, nous allons commencer à faire des premiers tests sur les 2 nouvelles lignes. Et avec le but que juste après la fermeture à la fin de 2016, début 2017, de lier les 2 nouvelles lignes avec
3 lignes existantes de la chaîne. Et peu à vaste peu, comme on va il faire faut, la transition. finalement, ouais. Un planning hyper précis, on l'entend, mais tout ça, c'est à condition, évidemment, que la mobilité fonctionne bien. On est dans une semaine très tendue au niveau social. On a une semaine où il y a les trains qui sont paralysés. Ça impacte directement votre usine. Comment est-ce que vous ressentez, en tant que grand patron d'Audi Brussels, tous ces mouvements sociaux, ces grèves, ces manifestations? Est-ce que ça handicape votre usine? Ben, je ne veux pas nier qu'une grève, ça handicape certainement une entreprise comme la nôtre. Nous avons un temps de cycle de 90 secondes. Chaque 90 secondes sort une voiture. Si le personnel adéquat n'est pas présent, nous n'avons pas la possibilité de faire notre volume que nous avons promis à notre clientèle. Et c'est clair, nous constatons les derniers mois qu'il y a un mécontentement parmi la population aussi en Belgique. Et je pleure ça d'un côté. Et ça énerve votre groupe en Allemagne qui se dit, attendez, vous me dites qu'il y avait une paix sociale maintenant dans votre usine et puis maintenant c'est autour de l'usine que le climat se dégrade. Ça n'amuse pas les Allemands. Ils ont connu les problématiques dans le passé, dans le temps de VW. Maintenant on dit que oui, mais ce n'est pas une grève contre l'entreprise. C'est vrai, mais on présente la facture à l'entreprise. Et ça, les Allemands ne comprennent pas. Vous faites grève, mais vous êtes en train de présenter les conséquences négatives à l'entreprise. C'est-à-dire moins de voitures produites, quoi. On a perdu des voitures, évidemment. Et je trouve ça dommage. Les syndicats ont fait du bon travail dans le passé. Et je suis convaincu qu'ils feront encore du bon travail dans le futur. Mais je dois aussi demander aux syndicats, il faut aussi évoluer. Il faut devenir un syndicat moderne. La solution n'est pas, si vous êtes mécontent, d'arrêter la ville, d'arrêter le pays belge ou la Belgique et d'aller se manifester au centre dans la Belgique ou au centre de Bruxelles. C'est une forme de se manifester classique. Le monde change, la technologie change. Je veux motiver les syndicats de changer aussi avec nous, de se manifester d'une forme plus moderne, sous forme digitale. Les Allemands aussi, à des moments où en Allemagne, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, où il y a la friction. Mais leur façon de manifester est tout à fait différente par rapport à la nôtre. Si nous ne sommes pas contents, on dit on fait grève et on annonce à partir de 6 heures du matin jusqu'au lendemain 6 heures, il n'y a plus de choses qui bougent en Belgique, comme vous avez vu récemment avec le SNCB. En Allemagne, ça passe différent. En tout cas, c'est certainement un discours que vous devrez tenir avec les représentants de votre personnel également qui, on l'espère, vont regarder cette émission Big Boss parce que c'est déjà la fin, ça va très très vite. Mais on vous retrouve dans l'écho de ce week-end, donc on pourra lire encore votre interview dans le quotidien. Merci Paul, merci Monsieur Dano d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Merci.